Merci beaucoup pour cette gentille introduction et pour l'invitation. Alors, je ne savais pas trop quel genre de cours, séminaire je devais donner ici au Collège de France. Et donc, j'espère que ça va répondre aux attentes d'au moins une partie de l'audience. Désolée pour les couleurs, ce n'est pas exactement les mêmes que sur mon ordinateur et j'espère que ça ne sera pas trop fadasse à part cette première diapositive. Donc, comme vous le savez par les cours que Philippe vous a donnés l'année dernière et puis le cours que vous venez d'avoir, une bactérie doit sa virulence à toute une panoplie de composés bactériens qui collectivement sont appelés les facteurs de virulence et qui vont permettre à la bactérie de se multiplier et de se disséminer. Donc, ces facteurs de virulence comprennent toutes sortes de molécules. Ça peut être des protéines, ça peut être des lipides, ça peut être des sucres, ça peut être des détergents. Donc, de mon point de vue biaisé, les plus spectaculaires de ces facteurs de virulence sont des enzymes qui sont capables de modifier les protéines de l'hôte, et on a vu des exemples dans le cours précédent. Alors, ces enzymes peuvent être donc des molécules qui vont modifier les RAW GTPase, par exemple, mais les activités sont extrêmement variées. Donc, certaines sont des lipases, elles vont pouvoir couper des lipides et de cette façon affecter la perméabilité membranaire ou bien induire des cascades de signalisation. Elles peuvent être des protéases, et là, le nombre de cibles est en principe infini. On n'est pas à l'abri de trouver une nouvelle bactérie qui fait une nouvelle enzyme qui va couper n'importe quelle protéine dans la cellule de l'hôte. Philippe a parlé des adépéribosylases, des glucosidases, des adénylacyclases, mais il y en a aussi qui sont des DNases, d'autres des ubiquitine ligases, et je ne pense pas qu'on n'atteigne jamais le bout de ce que les bactéries peuvent nous apprendre. Alors, un problème, c'est que toutes ces protéines sont donc fabriquées par les bactéries, mais la cible de ces enzymes sont dans le cytoplasme de la cellule. Et ça va être le thème de cette conférence. Donc juste, Philippe vous a parlé d'effecteurs et vous a parlé de toxines. En fait, la seule chose qui différencie ces deux familles de facteurs de virulence bactériens, c'est leur mode de livraison dans le cytoplasme de la cellule. Donc juste pour vous rappeler, les effecteurs sont injectés dans les cellules par des appareils de sécrétion. Donc ici, vous avez en microscopie électronique la surface d'une bactérie, puis vous voyez ces petites pointes qui sont ces facteurs de sécrétion. Et donc ici, c'est un appareil qui appartient à une bactérie à gram négatif et qui a deux membranes qui l'entourent. Et donc cet appareil de sécrétion permet de traverser ces deux membranes de la bactérie, plus en plus une troisième membrane qui est la membrane de la cellule hôte. Donc ça permet vraiment d'injecter des protéines à travers ces trois membranes à la fois. Alors les toxines bactériennes, c'est différent. Elles ne bénéficient d'aucune aide de la bactérie elle-même pour arriver dans le cytosol de la cellule hôte. Donc toute l'information qui est nécessaire pour arriver dans le cytoplasme est contenue dans la structure même de cette toxine. Mais par contre, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'elles utilisent des propriétés de la cellule hôte pour arriver au bon endroit. Alors, le problème est le suivant. On a une bactérie qui est à l'extérieur de la cellule qui va produire une protéine, et cette protéine, la cible de cette protéine est ici dans la partie rose de cette cellule. Alors, quel est le problème à résoudre ? On a une molécule qui est une protéine, qui est soluble dans un milieu aqueux, et on a une membrane donc, où il y a une partie aqueuse ici de chaque côté, mais le milieu est hydrophobe. Et donc, il faut faire passer une protéine soluble à travers un milieu hydrophobe, et là est tout le problème. Et c'est pour ça que ces appareils de sécrétion sont extrêmement complexes et impliquent un nombre de produits de gènes énorme, 10 à 20 produits de gènes différents, parce que pour faire traverser une membrane par une protéine, ce n'est pas du tout quelque chose de simple. Il faut faire un espèce de canal qui va permettre le passage, non seulement de faire le trou qui permet le passage, mais en plus de donner l'énergie qui permet de faire passer la protéine d'un côté à l'autre de cette membrane. Alors, pour que vous compreniez bien le problème auquel font face ces toxines et finalement comment elles s'en sortent, je vais faire quelques rappels de biologie cellulaire, en particulier sur l'architecture intérieure de la cellule, et
ce que j'appelle la topologie cellulaire. Alors, c'est le thème que Philippe aime beaucoup, et moi aussi. Et donc, il est extrêmement important dans cette guerre entre les bactéries et leur hôte que la bactérie connaisse très bien son ennemi, qui est l'autre, et elle-même, et que ça, c'est le seul moyen de s'en sortir, et qui est donc le fruit de cette longue coévolution. Alors, si on revient à une cellule ancestrale, qui était prokaryote, il y avait une membrane, qui est toujours le cas dans les bactéries, avec le matériel génétique à l'intérieur. Mais comme on a vu dans le cours de Philippe et que vous avez dû voir précédemment, énormément de réactions enzymatiques cellulaires ont besoin d'une présence de membrane. Et donc, au bout d'un moment, cette membrane qui entourait cette cellule était plus suffisante. Et il y a eu un besoin accru de membrane qui a fait que la membrane plasmique de ces cellules ancestrales a commencé à s'invaginer et à entourer le matériel génétique de la cellule. Et donc, cette partie blanche ici est en communication avec l'extérieur. Et puis ensuite, il y a eu un détachement qui fait qu'il y a eu la membrane nucléaire et un certain nombre de compartiments intracellulaires. Mais ce qu'il faut donc retenir, c'est que dû à cette origine d'invagination de la membrane plasmique, la partie blanche ici, donc l'intérieur de ce compartiment qui est le réticulum endoplasmique, ou bien le milieu qui est entre les deux membranes qui forment la membrane nucléaire, ce sont des environnements qui sont topologiquement équivalents à l'extérieur de la cellule. En quelque sorte, c'est en dehors du cytoplasme. Alors on peut être en dehors du cytoplasme, soit dehors, soit dans le lumen de ces compartiments. Et ça, c'est vraiment important, parce que pour passer d'une partie qui est blanche, qu'elle soit ici ou qu'elle soit là, pour arriver dans la partie grise qui est le cytosol, il n'y a pas de secret, il faut traverser une membrane. Et c'est ça le problème auquel font face les toxines bactériennes. Donc, ces différents compartiments dans la cellule, donc vous avez la membrane nucléaire, le réticulum endoplasmique ici, l'appareil de Golgi, les endosomes, je vais revenir là-dessus. La façon de maintenir cette différence de topologie, c'est par un mode de communication entre les compartiments qu'on appelle le transport vésiculaire. Et le principe est simple. Donc, si vous avez un compartiment donneur, qui peut être par exemple le réticulum endoplasmique, et un compartiment accepteur, qui par exemple peut être le Golgi, pour aller d'un compartiment à l'autre, ce qui va se passer, c'est que la membrane va bourgeonner, et puis une partie de la membrane du compartiment donneur va s'en aller et va emmener une partie du contenu. Et donc, il va y avoir fission ici, formation d'une vésicule. Et cette vésicule va apporter au compartiment accepteur un peu de la membrane et un peu du contenu du compartiment donneur. Et donc, ce qui est à l'intérieur ici va être à l'intérieur ici. Et donc, la topologie va être maintenue. Alors, si ce film veut bien marcher. Donc, ici, vous voyez que quand une vésicule fusionne, elle va donner sa membrane et elle va donner son contenu. Alors, j'insiste vraiment, mais c'est parce que je vois que même certains de mes collègues qui ne travaillent pas directement sur le sujet, cette notion de topologie est difficile à saisir. Une fois qu'on a compris, c'est évident, mais donc j'insiste. Donc ici, vous avez à nouveau le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, puis comme vous le voyez en coupe, vous voyez que ce qui est à l'intérieur ici, les petites billes, là, elles vont être relâchées ici à l'intérieur, elles vont être repackagées ici dans cette petite vésicule, et puis ces petits points vont être relâchés à l'extérieur. Et le trajet inverse, c'est pareil. Donc les toxines, elles sont à l'extérieur. Si les toxines rentrent par une voie d'endocytose, eh ben, leur problème n'est toujours pas résolu, parce qu'elles vont être ici à l'intérieur de la vésicule, et elles ne vont toujours pas être dans le cytoplasme. Et même si elles sont transportées vers le Golgi, elles vont toujours être à l'intérieur du Golgi, elles ne vont toujours pas être dans le cytoplasme. Donc tant qu'elles n'ont pas traversé une membrane, même si elles ont été internalisées par la cellule, elles ne sont toujours pas arrivées dans le cytosol. Donc dans une cellule, il y a deux grandes voies de communication à travers des compartiments. Il y a la voie de l'endocytose et la voie de la sécrétion, on l'appelle aussi biosynthèse ou la voie de l'exocytose. Donc l'endocytose, des protéines et des lipides sont internalisés. On va revenir par les voies qui permettent cette internalisation. Elles vont arriver dans un premier compartiment où on va se décider si ces protéines doivent être réutilisées, donc amenées à nouveau à la membrane plasmique par une voie de recyclage, ou bien si elles doivent descendre plus bas dans cette voie de l'endocytose
et à ce moment-là, elles vont aller vers ce qu'on appelle l'endosome tardif. Et les molécules qui sont dans l'endosome tardif et qui doivent être dégradées vont ensuite être délivrées au lysosome. La deuxième voie, c'est la voie donc, de la sécrétion, où on a d'abord le réticulum endoplasmique qui va ensuite communiquer avec l'appareil de Golgi, et l'appareil de Golgi va communiquer avec la membrane plasmique. Il y a encore plein de flèches que je n'ai pas rajoutées qui font que ces compartiments peuvent plus ou moins communiquer entre eux aussi. Alors, un point qui est important, et vous verrez pourquoi je fais tout ce rappel de biologie cellulaire. Un point important, c'est que toutes les protéines qui sont sécrétées, donc par exemple les enzymes que vous avez dans l'estomac, les anticorps qui circulent dans votre sang, etc., ce sont des protéines qui ne sont pas synthétisées librement dans le cytoplasme, comme la plupart des protéines cellulaires. Elles sont synthétisées par des ribosomes qui sont accrochés au réticulum endoplasmique qu'on appelle rugeux, dû à la présence de ces ribosomes. Et donc, le réticulum endoplasmique est une usine à replier des protéines correctement. Et les ouvriers de cette usine sont des enzymes et des chaperones qui vont aider les protéines à se replier. Et comme toute usine qui se respecte, le réticulum endoplasmique a un contrôle de qualité, ce qui veut dire qu'il y a des protéines dont le travail, c'est de vérifier que les protéines clients, donc les produits de cette usine, sont correctement repliés. Donc, dans le réticulum endoplasmique, ces enzymes et ces chaperones vont aider les protéines à se replier. Si ce repliement est correct, la protéine peut sortir du réticulum endoplasmique, aller par exemple vers le Golgi. Et si ce repliement a un problème, soit parce que la protéine ne se replie pas correctement, soit parce que ça dure trop longtemps, il y a une notion de temps dans ce repliement, à ce moment-là, la protéine elle va être restituée au cytoplasme et dégradée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par restituer au cytoplasme? Ici, on a la membrane du réticulum endoplasmique. Ici, on est dans la lumière du réticulum endoplasmique. Et ici, on est dans le cytosol. Donc, cette protéine, elle a été mise dans le réticulum endoplasmique par un ribosome qui s'est accroché sur ce réticulum endoplasmique et qui a permis la translocation à l'intérieur de la lumière. La protéine a essayé de se replier, ça n'a pas bien fonctionné. Et donc, une machinerie va reconnaître cette déficience et va en quelque sorte recracher la protéine à travers un canal dans le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, cette protéine va recevoir un label comme quoi il faut qu'elle soit détruite. Et ce label, c'est une chaîne de petites molécules qui sont l'ubiquitine. Et cette chaîne de petites molécules ubiquitinées va envoyer cette protéine dans une espèce de broyeur qui est le protéasome et qui coupe les protéines en morceaux. Alors, juste une petite parenthèse pour stabiliser cette notion dans la tête, c'est qu'une maladie dont, en particulier au mois de décembre, on entend souvent parler, qui est la mucoviscidose, et qui est la raison pour laquelle il y a le téléthon, est due à des mutations dans un gène qui encode cette protéine CFTR, et qui est un canal qui est à la surface des cellules épithéliales et qui transporte le chlore. Il se trouve que 70%, j'allais dire 70 parce que je travaille en Suisse, 70% des malades ont la même mutation dans ce gène. Et ce qui se passe, c'est que ce canal CFTR, qui doit, comme toutes les protéines membranaires, se replier dans le réticulum endoplasmique, n'arrive plus à se replier correctement et ça prend trop longtemps. Et donc, la protéine est reconnue par cette machinerie et elle est dégradée. Donc, dans une personne qui n'a pas la mucoviscidose, on voit en western blot cette protéine. Mais par contre, si on fait la même chose sur un patient qui a la mucoviscidose, on voit que la protéine a disparu dû à ce contrôle de qualité. Donc, il y a une voie pour sortir du réticulum quand les choses ne se passent pas bien. Mais ça a commencé par une voie d'entrée dans le réticulum où le ribosome s'est accroché sur ce translocon, qui est donc un canal qui permet la chaîne nouvellement synthétisée de traverser ce canal de façon à arriver directement dans la lumière du réticulum. Et donc c'est ce translocon qui permet à cette protéine de traverser cette membrane. Alors, il y a un petit problème, bien entendu, c'est que je vous ai dit qu'il y avait des ouvriers dans cette usine à replier les protéines, qui sont les chaperones. Alors, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'une protéine est correctement repliée, elle va sortir du réticulum endoplasmique? Il doit bien y avoir des mécanismes qui font que les protéines qui doivent travailler dans le réticulum endoplasmique, elles y restent ou au moins s'y accumulent.
Et donc il y a deux mécanismes qui permettent aux protéines du réticulum endoplasmique d'être effectivement là. Soit un mécanisme de rétention, c'est-à-dire que la protéine ne sort jamais et elle a un signal qui dit à la cellule « cette protéine doit être dans le réticulum endoplasmique ». Et l'autre mécanisme, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de retrieval, c'est que la protéine peut sortir, mais après il y a un mécanisme qui la ramène tout le temps vers le réticulum endoplasmique. Et c'est le cas par exemple d'une séquence qui est KDEL, qui sont ces 4 acides aminés, qui se trouvent à la fin des protéines et qui va être reconnu par un récepteur qui s'appelle le récepteur KDEL et qui va ramener cette protéine vers le réticulum endoplasmique. Mais ce n'est pas le seul de ces signaux qui existent, mais c'est celui qui est intéressant dans le contexte de cette conférence. Donc, oula. Donc ici, on a schématisé l'appareil de Golgi et puis une protéine qui doit normalement être dans le réticulum endoplasmique, mais qui s'est échappée et qui a donc cette petite partie rouge, la séquence KDEL, et qui va être reconnue par ce récepteur KDEL. Et va y avoir bourgeonnement à la surface de l'appareil de Golgi, de façon à récupérer cette protéine qui s'est échappée pour la ramener vers le réticulum endoplasmique. Et c'est ce qui est... regardez juste cette partie ici. Ici, on schématisé le réticulum endoplasmique. Les petites protéines qui ont cette petite boule rouge qui est la séquence KDEL. La protéine, elle sort du réticulum endoplasmique et elle se retrouve dans l'appareil de Golgi ici. Et là, ces récepteurs verts vont la capturer et la ramener au réticulum endoplasmique de façon à ce qu'elle s'accumule ici. Alors, juste quelques mots sur la voie de l'endocytose. Donc ici, vous voyez que ces compartiments, il y a une membrane et à l'intérieur de cette membrane, je n'ai rien dessiné. Il y a juste une lumière qui est un milieu dépourvu de membrane. Ce n'est pas le cas dans la voie de l'endocytose. Ici, j'ai dessiné un schéma où il y a des petites boules à l'intérieur. Et en fait, la voie de l'endocytose est une voie très complexe parce qu'elle est multivésiculaire. Donc ici, c'est schématisé à nouveau. Les protéines sont internalisées, elles arrivent dans ce compartiment précoce. Si jamais elles doivent être dégradées, elles vont être packagées dans ces grandes vésicules qui ont à l'intérieur d'autres vésicules. Et la formation de ces vésicules internes se fait par une invagination de la membrane plasmique. Tout à l'heure, on a vu qu'un compartiment donneur pouvait bourgeonner. Et donc, dans ce cas-là, le bourgeon va vers le cytoplasme. Ici, c'est le contraire. La partie grise, c'est le cytoplasme et le bourgeon s'éloigne du cytoplasme et donc bourgeonne vers l'intérieur d'un compartiment au lieu de bourgeonner vers l'extérieur d'un compartiment. Et à ce moment-là, il y a fission et donc il y a formation de cette vésicule intraluménale. Et donc, pendant longtemps, on se demandait si vraiment c'était des vésicules à l'intérieur des vésicules parce que la première évidence, c'était de la microscopie électronique où les gens voyaient, comme vous voyez ici, des petits ronds en microscopie électronique. Mais comme en microscopie électronique, vous faites des coupes, vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment un rond ou si c'est un tubule que vous avez juste coupé comme ça et qui ressemble à un rond. Et donc, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'il y ait eu la mise au point de ce qu'on appelle la tomographie, qui permet de vraiment regarder par microscopie électronique, mais en 3D cette fois. Et donc, la tomographie a été faite sur ces endosomes plutôt tardifs. Et donc, on a pu voir qu'effectivement, c'était des vésicules à l'intérieur des vésicules. Et donc, une fois que ce compartiment rentre en contact avec les lysosomes, une partie de ces vésicules internes peuvent être délivrées aux lysosomes et dégradées. Donc, c'est une façon de packager ce qui doit être dégradé de façon à pouvoir le délivrer aux lysosomes, et c'est ce qui est dessiné ici. Donc, il faut bien imaginer que l'intérieur d'une cellule, c'est extrêmement dense. Donc, il y a une concentration hallucinante de protéines. Vous avez vu tout à l'heure l'image du cytosquelette d'actine. Là, il n'y avait que le cytosquelette d'actine. En plus de ça, il y a toutes les protéines cytosoliques, il y a tous les compartiments. C'est extrêmement dense dans le cytoplasme d'une cellule. Et donc, une protéine ne va jamais à un endroit particulier par hasard ou de façon stochastique. Il y a toujours des mécanismes d'adressage qui vont dire cette protéine, elle doit aller là, même si on ne connaît pas encore tous ces mécanismes d'adressage. Mais donc en particulier, si une protéine doit se retrouver dans une de ces vésicules intraluménales, elle ne va pas y arriver par hasard, elle va à nouveau avoir un signal. Et cette fois, c'est à nouveau cette molécule ubiquitine dont j'ai parlé tout à l'heure.
Pour aller vers le protéasome, on met plusieurs chaînes d'ubiquitine, ce qu'on appelle la polyubiquitine. Par contre, pour aller dans ces vésicules intraluminales, il faut qu'il y ait un signal de monoubiquitination, ce qui fait que la molécule va être triée pour aller dans ces vésicules et elle se retrouve alors dans un compartiment multivésiculaire et cette vésicule intraluminale va pouvoir être livrée au lysosome et être dégradée. Alors, dans les livres, en général, on voit juste cette voie-là où ces vésicules vont être dégradées, mais en fait, il y a une voie inverse. Donc ici, il y a la formation de la vésicule et vous avez une vésicule intraluminale, mais il y a des évidences dans la littérature qu'en fait, au niveau des endosomes tardis, ces vésicules peuvent parfois refusionner avec la membrane limitante et c'est ce qu'on appelle le backfusion et qui permet alors de remettre les protéines qui étaient soit dans la membrane, soit à l'intérieur, de les mettre dans la membrane de compartiment. Alors, vous devez vous demander, mais pourquoi elle nous dit tout ça? J'espère que ça va se clarifier. Donc, revenons à cette interaction entre les bactéries et leur hôte. Hôte, c'est un peu un nom ironique parce qu'on n'est pas vraiment welcome. Donc, je vais vous parler juste de deux exemples qui sont mes toxines préférées. L'une qui est la toxine de l'anthrax sur laquelle on travaille, et l'autre qui est la toxine du choléra dont Philippe a déjà parlé tout à l'heure. Et je trouve qu'elles illustrent bien comment... donc je ne vais pas du tout parler, ou très peu, de quelles sont les conséquences de cette toxine, pourquoi c'est utile à la bactérie de fabriquer cette toxine, mais simplement de ce problème, comment est-ce que cette toxine elle arrive au bon endroit pour toucher sa cible. Donc la toxine de l'anthrax, comme son nom l'indique, est produite par la bactérie Bacillus anthracis. Donc c'est une bactérie qui est surtout un problème pour les animaux qui sont en général vaccinés. Donc elle sporule, donc il y a des spores dans la terre, ces spores sont avalés par les animaux. La bactérie se réveille et produit un certain nombre de facteurs de virulence. Et les deux principaux facteurs de virulence sont une capsule, qui est une espèce de couche de sucre que la bactérie sécrète et qui l'entoure et qui l'empêche de se faire manger par les cellules du système immunitaire. Et puis la toxine, elle est écrite au pluriel parce qu'en fait il y a trois sous-unités. La bactérie produit trois protéines indépendantes. La première qu'on appelle PA, qui veut dire Protective Antigen, et qui n'a pas d'activité enzymatique. Ensuite, EF, qui est DIMA Factor, qui est une adénylate-cyclase qui a besoin de la calmoduline du cytosol de l'autre pour avoir son activité adénylate-cyclase. Et puis le facteur létal, qui est une métalloprotéase, c'est-à-dire une protéase qui a besoin de la présence de certains métaux, et qui va couper des molécules impliquées dans des voies de signalisation qui sont les MAP kinases. Donc les MAP kinases sont toute une série de voies de signalisation où une molécule va phosphoryler une autre, et va phosphoryler une autre, et va phosphoryler une autre, de façon à avoir vraiment des cascades qui vont répondre à différents stimuli, par exemple des facteurs de croissance, des intégrines, Philippe vous en a parlé, des interleukines. Et donc l'étape où le facteur létal va interférer est à ce niveau-là, et donc va interrompre toutes ces voies de signalisation. Alors ces voies de signalisation sont importantes dans toute une série de phénomènes, mais en particulier dans le système immunitaire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, juste pour vous dire que donc, les macrophages doivent être activés pendant une infection, les cellules dendritiques doivent être activées et maturées, les cellules T doivent être activées, les cellules B doivent proliférer. Chacune de ces actions nécessite des voies de MAP kinase. Et donc, la toxine létale de l'anthrax, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va interrompre toutes ces voies. Et donc, le système immunitaire ne va pas réussir à s'enclencher quand l'infection démarre. Et donc, la caractéristique des patients qui attrapent l'anthrax, c'est qu'en fait, il n'y a aucun symptôme jusqu'au moment où c'est trop tard. Et donc, au moment où on se rend compte que la personne a été infectée par l'anthrax, à moins qu'elle ait eu des poudres blanches dans des enveloppes, mais dans des situations plus rares et naturelles, il n'y a aucun symptôme. Et donc, au moment où on se rend compte que la personne est malade, on ne peut plus donner d'antibiotiques parce que c'est trop tard. La bactérie s'est multipliée énormément et a produit tellement de toxines que les antibiotiques n'ont plus aucun effet. Alors comment est-ce que cette toxine fonctionne ?
la seule unité qui est capable d'interagir avec la surface d'une cellule de mammifère est cette molécule PA ou le protective antigen. Et donc à la surface des cellules, il y a ces anthrax toxin receptors qui sont des récepteurs pour la toxine. Alors bien sûr, leur rôle, c'est pas ça dans la vie, c'est juste que la toxine est très opportuniste et elle utilise ces molécules qui ont d'autres fonctions comme leur récepteur. Elle s'associe avec ce récepteur, elle va être clivée par une protéase à la surface des cellules qui va en quelque sorte induire une maturation de cette PA qui acquiert la capacité de s'oligomériser dans des anneaux qui sont formés de 7 ou 8 molécules de PA. Donc la forme qui fait 83 kilodalton ici n'est pas capable de faire ça, mais après ce clivage, elle est capable de former cet anneau. Alors, pardon. Ça, ce mécanisme-là est commun à d'autres toxines qu'on appelle les toxines formatrices de canaux, qui à ce stade-là, une fois qu'elles ont formé cet anneau, l'anneau va s'insérer dans la membrane et va faire un trou dans la membrane qui va perméabiliser la cellule et induire un certain nombre de réactions cellulaires. Le pH de l'anthrax ne fait pas ça. Elle a en fait un besoin de pH acide pour faire cette conversion à la forme transmembranaire qui forme un pore. Et on va voir pourquoi ceci est important. Donc une fois qu'elle a formé cet heptamère, ça déclenche une série de signaux dans la cellule, je vais revenir là-dessus, qui vont induire la cellule à internaliser ce complexe. Et les endosomes sont des compartiments qui sont acides, contrairement au cytoplasme de la cellule ou à l'extérieur de la cellule. Et ce pH acide va induire un changement de conformation qui fait que cet heptamère de la PA va s'insérer dans la membrane. Alors les deux autres sous-unités enzymatiques n'ont pas de récepteur. Si vous les mettez sur des cellules eucaryotes, il ne va absolument rien se passer. Parce qu'en fait, leur récepteur, c'est ce multimère de la PA. Et donc, différentes molécules de EF ou de LF vont pouvoir se lier sur cet heptamère et vont être co-internalisées et aller dans les endosomes. Donc, au pH acide des endosomes, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a la formation de ce canal. Et la deuxième, c'est que ces deux molécules-là sont aussi sensibles au pH. Et à pH acide, elles vont se déplier. Et le fait qu'elles se déplient permet à ces molécules de passer à travers le trou qui est formé par la PA pour se retrouver de l'autre côté de la membrane. Alors, les récepteurs de l'anthrax ont été identifiés. Il y en a deux. Les deux ont une structure très similaire. Ici, vous voyez la membrane. Il y a une partie transmembranaire. Et puis, à l'extérieur, deux domaines qui ressemblent pas mal aux intégrines et une queue cytosolique qui est très importante pour communiquer avec le cytosquelette d'actine, la machinerie d'endocytose. Et donc ici, vous avez la PA, le Protective Antigen, qui est lié ici à ce même domaine. Ce domaine bleu, c'est le même que celui-ci. Ils ont pu co-cristalliser la toxine avec la partie du récepteur sur lequel elle se lie. Alors comment se fait cette formation de canal? Ici, il y a une version schématique. Donc ici, on a la PA qui est liée sur son récepteur. Et à l'intérieur de sa structure, la PA a une boucle qui est cachée. Mais à pH acide, cette boucle sort. Et comme la molécule n'est pas toute seule, mais qu'elle est associée avec 7 autres monomères dans un heptamère circulaire, les boucles des 7 molécules vont s'associer ensemble de façon à former ce qu'on appelle un tonneau-bêta, qui est hydrophobe à l'extérieur et qui va pouvoir s'insérer spontanément dans la membrane, puisqu'elle va chercher un milieu hydrophobe qui est la membrane qui est juste à côté. Donc on a une vision plus moléculaire de ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Il se trouve que, et donc dans l'heptamère, pour simplifier, on est en train de regarder que ces deux domaines-là, tout ça, ça a été enlevé, et on le voit dans l'heptamère. Et là, en rouge, vous voyez la boucle qui est cachée dans cet heptamère. Et donc, cette boucle est coincée entre le domaine vert et le domaine bleu, ici, tant que le pH n'est pas acide et empêche la formation du canal de se faire à la membrane plasmique. Alors, pourquoi est-ce que le pH déclenche un changement de conformation? C'est parce qu'il y a une histidine ici et 7 histidines là. Et les histidines sont des acides aminés qui ont la propriété de se protoner à pH acide. Et donc, quand la molécule se protone, il va y avoir plus de charges positives qui vont tout d'un coup induire ces domaines de se séparer les uns des autres, ce qui va libérer cette boucle. Et donc, ces différentes boucles vont pouvoir s'associer ensemble et former ce tonneau bêta qui traverse la membrane.
Donc ici, vous voyez le tonobêta de l'heptamère. Ici, il y a l'heptamère lui-même. Ici, il y a les 7 domaines du récepteur. Et donc, il faut imaginer qu'ici, encore au-dessus, on a les différentes sous-unités enzymatiques qui, quand elles vont se déplier, vont traverser ici à travers le tonneau, un peu comme ce que vous voyez ici, qui est une molécule de bactéries qui transporte un de ces domaines à travers la membrane, où vous voyez à nouveau un tonobêta et la partie jaune qui traverse le tonobêta pour passer de l'autre côté de la membrane. Alors, bien sûr, ce choix de récepteur est un choix de l'évolution, et donc cette toxine, elle a choisi la molécule qui remplissait le mieux les critères qui étaient nécessaires. Et donc un critère très important, c'est que si cette toxine se lie à la surface et que cette molécule est rapidement internalisée, le risque, c'est que ces monomères vont être internalisés avant que ces unités enzymatiques aient pu s'associer. Et donc ça serait un très mauvais récepteur parce que les unités enzymatiques, elles resteraient à l'extérieur de la cellule et l'APA serait internalisée, il n'y aurait aucune intoxication. Et donc le récepteur que devait choisir cette toxine, c'est un récepteur qui reste à la surface jusqu'à ce que tout ça se soit fait et que les unités enzymatiques se soient liées. Donc une question qu'on s'est posée, c'est comment ça se fait que ces monomères de toxines ne sont pas internalisés par la cellule alors que les heptamères sont internalisés de façon très efficace. Donc une chose qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, la membrane plasmique, et je reviendrai dessus un peu tout à l'heure, la membrane plasmique n'est pas un espace bidimensionnel homogène. En fait, il y a une subcompartimentalisation dans l'espace bidimensionnel de la membrane, en particulier dans ce qu'on appelle les radiolipidiques. Et donc ce qu'on a montré, c'est que tant que la protéine est toute seule, ici, sous la forme d'un monomère, elle n'est pas associée avec ces domaines rouges. Par contre, quand cet heptamère se forme, il y a un déplacement des molécules à la surface et elles se concentrent dans ces domaines rouges qui, eux, vont pouvoir être internalisés. Donc, la raison pour laquelle les monomères ne sont pas internalisés et les heptamères le sont, c'est qu'ils sont ségrégés physiquement dans l'espace bidimensionnel de la membrane. Ils ne sont pas au même endroit. Alors, je vais vous parler un peu. Ensuite, on s'est concentré d'essayer de comprendre comment se faisait cette endocytose. Et juste pour vous donner un peu une idée de comment est-ce qu'on suit une toxine, comment est-ce qu'on sait qu'elle est à l'intérieur, comment on sait où est-ce qu'elle est. Alors, nous, on utilise des tests qui, en apparence, ont l'air très simples, mais tous les gens de mon labo n'arrivent pas à les faire marcher. Donc, la première chose qu'on peut suivre, c'est la conversion de cette forme de 83 kilodalton en cette forme de 63, et en même temps, on regarde la liaison. Donc ici, on voit une 83 kilodalton, conversion en 63 en fonction du temps. Et on voit aussi que ça s'est lié à la cellule, puisqu'on ne regarde que les cellules. Ensuite, l'heptamère qui est ici se casse quand on le met dans un détergent qu'on appelle le SDS, mais par contre, une fois qu'il s'est converti dans une forme transmembranaire, il n'est plus sensible à ce détergent. Donc, à un poids moléculaire beaucoup plus élevé, qui est 63 x 7, on peut voir l'apparition d'une forme qui correspond ici à cet heptamère qui est à l'intérieur de la cellule. Ensuite, on peut suivre l'arrivée de ce facteur létal dans le cytosol en suivant le clivage d'une de ces molécules de signalisation, la MAP kinase. Donc, on a un anticorps qui reconnaît le N-terminal de cette protéine MEC, et le N-terminal, c'est ce qui est coupé par cette toxine. Et donc, on voit que ce N-terminal disparaît en fonction du temps. Et le dernier test qu'on utilise, c'est pour voir que la molécule, elle disparaît de la surface de la cellule. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met la toxine à la surface, on met un anticorps, et on peut révéler ça par une méthode spectroscopique qu'on appelle le FACS. Et vous voyez ici en rouge, là en bleu des cellules qui n'ont pas été traitées, en rouge des cellules qui ont été traitées avec l'APA mais qui ont été gardées à 4 degrés où il n'y a pas d'endocytose. Et puis ici, en vert, des cellules qui ont été traitées avec l'APA, mais après incubées à 37 degrés. Et donc, on voit que le pic rouge, pour arriver au vert, s'est déplacé. Et s'il y a déplacement, c'est qu'il y a moins de fluorescence et donc que la molécule a été internalisée. Alors donc, on avait montré il y a déjà quelques années que l'entrée dans la cellule se faisait par une voie la plus classique, voie endocytose, qui est la voie médiée par la clatrine, dont Philippe a parlé tout à l'heure, et on voit très bien en microscopie électronique à la surface de la cellule ces petits bourgeonnements
avec du matériel dense autour, qui sont des vésicules de clatrine. Mais pour rentrer dans une vésicule de clatrine, comme je vous disais tout à l'heure, les protéines ne vont jamais par hasard quelque part, elles ont un signal qui les adresse à cet endroit. Et donc si vous avez une protéine transmembranaire qui est censée rentrer par une voie médiée par la clatrine, elle va être reconnue par des adapteurs et des protéines accessoires avant d'interagir avec la clatrine. Et donc il y a toute une panoplie de molécules adaptrices et de molécules je ne sais pas comment on dit, accessoires. Et donc, par exemple, il y a le complexe AP1 qui est impliqué dans le transport du Golgi à la membrane plasmique, mais Pascal Costard a trouvé que ce complexe est impliqué dans l'entrée de l'hystéria. La voie de l'endocytose a généralement besoin de ce complexe AP2. Et puis, il y a un certain nombre de molécules adaptrices, comme les bêta-arestines, qui ont été impliquées dans l'endocytose des G-coupled receptors dont parlait Philippe tout à l'heure. Donc la façon dont on peut suivre cette entrée, c'est donc ici on a une cellule contrôle, on voit la formation de cet heptamère qui est dans la cellule. Donc si on a formation de cet heptamère qui est résistant au détergent, ça veut dire qu'il y a eu endocytose. Et puis en même temps, on peut suivre le clivage d'un des substrats de la toxine. Donc ça, c'est la situation normale. Et puis ensuite, avec une méthode qui empêche l'expression de certains gènes qu'on appelle le RNAi, on peut empêcher l'expression de ce complexe-là, de la bêta-arestine. On peut commencer à enlever d'une cellule les composants qui nous intéressent et de voir qu'est-ce qui va se passer si on enlève telle protéine. Et donc si on fait ça, on voit que d'enlever l'adapteur qui est généralement impliqué dans l'endocytose, il n'y a aucun effet, ça, c'est comme dans les cellules contrôle. Mais par contre, si on enlève cet autre complexe, on voit qu'il n'y a pas cette formation d'heptamère dans la cellule, et puis ce qui corrèle, on n'a pas de clivage du substrat. Et donc de cette expérience, on peut conclure que ce complexe AP1 est impliqué dans l'endocytose de cette toxine. De la même façon, on a pu montrer que stade adapteur DAP2 n'est pas impliqué, mais par contre, ces bêta-arestines, elles, sont impliquées. Donc si on enlève la bêta-arestine de la cellule, la toxine ne peut plus rentrer dans cette cellule. Et donc on peut confirmer ça avec le test de FACS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans une cellule contrôle, on a ce pic qui se déplace quand on incube les cellules à 37 degrés. Par contre, si on enlève cet adapteur AP1, on n'a plus du tout de mouvement, donc la toxine reste coincée à la surface. Par contre, AP2 n'a pas d'effet, et de la même façon, la bêta-arestine empêche la toxine d'entrer dans la cellule. Alors, ce que fait cette bêta-arestine, c'est qu'elle empêche le récepteur d'acquérir cette molécule d'ubiquitine dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui permet ensuite aux protéines d'aller dans ces vésicules intraluménales des endosomes. Et donc ici, vous voyez que si on enlève la bêta-arestine, normalement, donc dans une cellule contrôle, on voit ce signal d'ubiquitination. Ça, c'est un des récepteurs de l'anthrax. Ici, on peut suivre la toxine. Si on enlève cette molécule bêta-arestine, on n'a plus cet heptamère, c'est ce que je viens de vous montrer, mais on n'a plus non plus ici ce signal d'ubiquitine. Et on peut tester ça avec un des récepteurs de l'anthrax ou le deuxième récepteur de l'anthrax. À chaque fois qu'on enlève la bêta-arestine, on n'a plus d'ubiquitination de ce récepteur. Donc, ça nous a mené au schéma suivant. Quand la toxine se lise sur son récepteur, elle va induire un changement de conformation de la queue de ce récepteur. Elle va déclencher la phosphorylation de ce récepteur qui va recruter cette molécule bêta-arestine. Cette molécule bêta-arestine va recruter une ubiquitine ligase qui va modifier la queue du récepteur. Cette molécule d'ubiquitine va permettre le recrutement de l'adapteur qui va ensuite permettre le recrutement du manteau de clatrine et qui va ensuite permettre à la toxine d'être internalisée par la cellule. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Je vous avais montré que cette voie était multivésiculaire et donc ce qu'on a pu montrer c'est que une fois que la toxine arrive dans ce compartiment, elle a en principe deux choix. L'un c'est de former le trou dans la membrane limitante, ce qui est décrit ici, et si le trou se forme dans la membrane limitante, les effecteurs, donc LF et EF, vont être transloqués à travers le trou et vont se retrouver dans le cytosol. Mais en fait, ce qu'on a montré, c'est que cette situation n'est pas celle qui a lieu. Ce qui se passe, c'est que, probablement, mais on ne l'a pas encore prouvé, dû à cette ubiquitination du récepteur, le trou se forme dans ces membranes intraluménales
Et donc, du coup, les unités enzymatiques se retrouvent non pas dans le cytosol où il y a leur substrat, mais coincées à l'intérieur de ces vésicules intraluminales. Et je vais vous montrer qu'on pense que ça, c'est en fait très important pour que cette toxine ait un effet de longue durée. Donc ensuite, la molécule, elle n'a aucun effet tant qu'elle est dans l'endosome précoce, et puis elle descend la voie de l'endocytose et se retrouve dans l'endosome tardif. Et là, par ce mécanisme de fusion entre ces vésicules et la membrane limitante qu'on appelle le backfusion, la toxine peut être livrée dans le cytoplasme. Alors, pourquoi est-ce que ça aurait été beaucoup plus simple, comme d'autres toxines, comme la toxine diphtérique, de sortir ici de la membrane limitante? Comment ça se fait que cette toxine a cette voie compliquée? Est-ce que c'est juste un accident de l'évolution et que comme ça ne gênait pas, il n'y a pas eu de sélection? Ou est-ce qu'il y a un avantage d'avoir cette voie? Et nous, on pense qu'il y a un avantage, et la raison est la suivante. C'est que si on donne cette toxine pendant 1 heure simplement à des cellules, mais qu'on regarde pendant 13 jours, ce qu'on voit, c'est qu'au début, la cellule, elle a cette MAP kinase. Ensuite, la toxine va la dégrader. Mais après, si vous regardez 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., jusqu'au 9e jour, vous voyez que toujours, cette molécule de MAP kinase, elle est toujours dégradée. C'est seulement au 11e jour qu'on voit une réapparition de cette molécule de MAP kinase. Alors, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a des mécanismes de réajustement, d'expression des gènes. Ce n'est pas du tout le cas. Ici, on regarde le messager de cette molécule. Le messager est toujours là. On a montré que cette molécule est toujours synthétisée. Donc, en fait, il y a toujours de la toxine dans ces cellules pendant très longtemps qui est capable de cliver cette molécule. Alors, cet effet à long terme n'est pas dû à une longue vie de la toxine dans le cytosol, parce qu'on a pu montrer que, en fait, en quelques heures, quand elle est recrachée dans le cytosol, elle est dégradée par le protéasome. Et donc, apparemment, elle est dans un endroit qui est très confortable pour elle, parce que dans le cytosol, la toxine, elle n'est pas bien parce qu'elle va être dégradée par le protéasome, ça on l'a montré. Et puis, si elle était dans les endosomes tardifs, elle ne serait pas très bien dans la partie rose, parce qu'il y a les enzymes lysosomiales qui sont là pour dégrader les protéines. Mais par contre, en se mettant ici à l'intérieur de ces vésicules intraluminales, elle est protégée de toutes les machineries de dégradation protéique de la cellule. Elle est coincée là-dedans. Et donc, on pense qu'au début, il y a un relargage massif de ces vésicules, mais qu'ensuite, le système n'étant pas parfait, il reste toujours quelques vésicules qui contiennent de la toxine et qui vont être relarguées en fonction du temps. Donc, c'est ce qu'on est en train de démontrer dans le laboratoire en ce moment. Et ça a un certain nombre d'implications thérapeutiques, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une infection à l'anthrax, il n'y a pas de symptômes, donc ça ne sert à rien de donner des antibiotiques quand on se rend compte que la personne est malade. Et donc en particulier les Américains qui sont très inquiets de l'anthrax dans des attaques de bioterrorisme font beaucoup de recherches pour essayer de voir comment on pourrait guérir des gens de l'anthrax. Et le gros des efforts sont focalisés sur l'APA, de faire des molécules qui vont empêcher l'APA de rentrer dans les cellules et d'amener les facteurs enzymatiques. Et en fait, ce que montre notre étude, c'est que si l'infection est déjà bien installée, ça ne sert à rien d'empêcher l'APA de rentrer. Ce qu'il faut absolument faire, c'est empêcher l'activité enzymatique. Et donc, il faut chercher des inhibiteurs de l'activité enzymatique. Alors maintenant, je voudrais passer à la deuxième toxine. Donc là, on avait ce que je voulais illustrer par cette toxine, c'est que la toxine utilise une voie extrêmement complexe qui est normalement utilisée par des récepteurs aux facteurs de croissance, par exemple. Si vous avez l'EGF, qui est un facteur de croissance, va se lier sur son récepteur, et on ne veut pas que ce signal soit de longue durée, parce que sinon on a des cellules qui prolifèrent comme dans des cancers. Donc, après qu'un facteur de croissance ait déclenché une voie de signalisation qui mène à la prolifération cellulaire, il faut absolument éteindre ce signal pour éviter la surprolifération et le cancer. Et donc, quand un facteur de croissance se lie sur son récepteur, le récepteur est rapidement envoyé dans la voie de dégradation pour être détruite. Et donc, la toxine utilise cette voie pour arriver dans le cytosol, et puis en plus pour y arriver de façon avec un mécanisme de livraison à longue durée. Donc, la toxine de l'anthrax est un exemple qui est tout à fait différent et qui utilise une autre ruse pour arriver à sa destination.
Donc la toxine de l'anthrax est faite de 5 polypeptides différents, une unité enzymatique A, qui est une ADP-ribosyltransférase dont Philippe a parlé tout à l'heure, qui va entraîner la formation d'AMP cyclique. Et puis une sous-unité B, mais là, cette sous-unité 5 fois, et là, vous voyez un pentamère de cette sous-unité B, et puis au-dessus, la sous-unité A. Donc le récepteur la partie qui s'accroche au récepteur est ce pentamère B, et ce pentamère B se lie à un lipide de la surface qui s'appelle GM1, et donc va atterrir comme une navette spatiale comme ça sur la surface de la cellule en se liant à 5 de ces lipides. Alors, juste 2 mots sur l'activité enzymatique. C'est une ADP-ribosylase. Le résultat, c'est qu'il va y avoir une forte augmentation d'AMP cyclique. Cet AMP cyclique va ouvrir des canaux chlore dans l'intestin. Le chlore va sortir. La sortie du chlore, pour des raisons de charge, va entraîner une sortie de sodium et du coup va entraîner une sortie d'eau. Et le résultat, c'est qu'il y a relargage massif d'eau qui entraîne la diarrhée massive des patients qui ont le choléra. Alors, contrairement à la toxine de l'anthrax, même si on a aussi ici un anneau, cet anneau-là est absolument incapable de former un pore dans une membrane, quel que soit le pH. Et donc là, on a un problème parce qu'on a une toxine qui n'a pas de moyen de traverser une membrane elle-même. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de trouver un endroit où elle va pouvoir traverser une membrane ? Donc elle ne va pas pouvoir le faire toute seule. Je vous ai montré les appareils de sécrétion, la toxine de l'anthrax. Ce n'est pas simple de faire passer une protéine à travers une membrane. Donc ça ne va pas pouvoir se faire de façon spontanée. Et donc c'est pour ça que je vous ai donné toute cette introduction tout à l'heure sur la biosynthèse des protéines membranaires et des protéines sécrétées, parce qu'il y a un seul endroit dans la cellule où il y a effectivement des canaux qui permettent de traverser une membrane, et c'est à la surface du réticulum endoplasmique ici, puisque la synthèse de nouvelles protéines va se faire par des ribosomes qui sont accrochés sur le réticulum et qui sont assis sur un translocon. Et donc, ce que fait la toxine du choléra, c'est qu'elle va emprunter une voie qui l'amène de la membrane plasmique par les endosomes, elle va retourner vers l'appareil de Golgi et elle va aller vers le réticulum endoplasmique, qui est le seul endroit où on peut sortir topologiquement pour passer de l'intérieur ici du lumen pour aller dans le cytoplasme. Alors, la toxine du choléra et puis certaines autres toxines comme Shiga-toxine qui lui ressemblent beaucoup, a eu un rôle vraiment important en biologie cellulaire. Philippe vous a présenté différents exemples où les toxines où les bactéries ont permis de comprendre la polymérisation de l'actine, le mouvement de molécules dans le cytoplasme des cellules. La toxine du choléra, elle aussi, a beaucoup apporté. Alors la première chose qu'elle a contribué à démontrer, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que les membranes biologiques ne sont pas homogènes, mais elles sont compartimentalisées. Et une belle illustration de ça, même si c'est un système in vitro, c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous voyez des liposomes, donc ce sont simplement des membranes faites de lipides, mais avec des compositions différentes qui forment des vésicules. Et des sondes ont été utilisées pour regarder différents domaines qui ont un niveau d'ordre des lipides différents. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement compartimentalisation dans cette membrane bidimensionnelle, même si elle est sphérique. Et ça, c'est aussi le cas, mais en beaucoup moins grand, à l'intérieur des cellules. Et donc la toxine tétanique du choléra a vraiment permis de montrer que dans des cellules, il y a ce type de domaine. Ensuite, elle a permis de montrer que dans une cellule, il n'y a pas une seule voie d'entrée. Donc la voie classique, c'est celle que je vous mentionnais tout à l'heure, qui est la voie médiée par la clatrine, même s'il y a toutes des tas de complications dues aux adapteurs différents, etc. C'est quand même une voie d'entrée par la clatrine. Mais il y a beaucoup d'autres voies, et avant, les toxines ont contribué à montrer l'existence de ces autres voies. Donc ici, vous avez la voie médiée par la clatrine, mais il y a d'autres voies, la voie cavéolaire, des voies qui sont indépendantes de la clatrine, des voies qui sont dépendantes du cholestérol. Une qui était déjà connue quand même, c'est celle de la macropinocytose. Et donc la toxine du choléra, en fait, peut rentrer dans les cellules par plusieurs voies, et c'est comme ça que ces voies ont été identifiées, c'est-à-dire que quand les chercheurs abolissaient la voie d'entrée par la clatrine, et bien la toxine du choléra, elle arrivait toujours à rentrer, ce qui voulait bien dire qu'il y avait d'autres voies.
Et c'est ce qui a permis de trouver la voie cavéolaire et la voie dépendante du cholestérol. Donc, en fait, je vous ai montré la structure de la toxine du choléra. Elle a ces 4 pieds qui s'accrochent sur ces lipides GM1, et c'est 5, pardon. Et donc, en s'accrochant avec 5 points d'attache, elle va créer en fait un microdomaine lipidique en concentrant ces molécules de GM1 sous elle, et c'est ce qui va déclencher ces voies d'endocytose. Et ensuite, elle a permis d'apporter la première indication qu'il existait en fait une voie dite rétrograde du Golgi vers le réticulum. Moi, je vous ai parlé de la voie du réticulum vers le Golgi, donc quand une protéine est nouvellement synthétisée, elle est repliée dans le réticulum, ensuite elle est transportée au Golgi, c'est ce qu'on appelle la voie antérograde. Mais en fait, si on réfléchit simplement d'un point de vue de flux de membrane, c'est clair qu'on ne peut pas avoir des vésicules qui partent ici du réticulum endoplasmique et qui vont vers le Golgi, vers la membrane plasmique. Si on n'avait qu'un transport dans ce sens-là, on aurait un réticulum endoplasmique qui devient de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Ça ne serait pas possible. Donc en fait, c'est évident que s'il y a une voie antérograde, il faut qu'il y ait une voie rétrograde pour compenser le flux membranaire. Puis je vous ai aussi mentionné les molécules qui retournaient parce que c'était des protéines qui étaient résidentes dans le réticulum endoplasmique. Et donc, la toxine du choléra, elle utilise sa sous-unité B qui va créer ces microdomaines lipidiques pour aller de la membrane plasmique jusqu'à l'appareil de Golgi. Mais à partir de l'appareil de Golgi, pour arriver jusqu'au cytoplasme, elle utilise en fait sa sous-unité A qui est l'unité enzymatique. Alors comment est-ce qu'elle fait ça ? Donc, je vous ai montré tout à l'heure que quand il y avait une molécule qui est dans le réticulum endoplasmique, elle arrive à s'accumuler dans le réticulum endoplasmique parce qu'il y a des mécanismes qui soit l'empêchent de sortir, soit qui la ramènent. Et donc, je vous parlais de la séquence CADEL qui fait que si une protéine s'échappe, elle va être reconnue par ce récepteur CADEL qui va la ramener ici. Alors, toujours par ce miraculeux fruit de la coévolution, il se trouve que la sous-unité A de la toxine du choléra, elle a une séquence CADEL. Et donc, quand elle arrive dans le Golgi, où elle est arrivée grâce à sa sous-unité B, elle se décroche de sa sous-unité B, et donc elle expose cette séquence CADEL qui va être reconnue par le récepteur CADEL, comme si c'était une protéine de la cellule elle-même, et va ramener la sous-unité A ici dans l'humaine du réticulum endoplasmique. Alors là, elle n'est toujours pas de l'autre côté de la membrane, et là, on ne sait vraiment pas pourquoi, et je pense que cette toxine a encore pas mal de choses à nous apprendre. On ne sait pas pourquoi, comment les molécules qui contrôlent la qualité du repliement des protéines dans le réticulum endoplasmique, on ne sait pas ce qu'elles reconnaissent quand elles se rendent compte qu'une protéine est mal repliée. Donc elles doivent reconnaître quelque chose qui ne va pas à la surface de la protéine et disent, voilà, cette protéine elle est mal repliée, on va la remettre dans le cytoplasme, on va la dégrader. Mais les bactéries, elles ont, nous on n'a pas encore compris, mais les bactéries, elles ont compris. Et donc, en particulier, Vibrio cholera a fait une molécule qui est reconnue par le contrôle de qualité de la cellule et qui va être recrachée dans le cytoplasme. Alors le problème, c'est que je vous disais que quand une protéine, normalement, est recrachée dans le cytoplasme, elle va être polyubiquitinée et elle va être dégradée par le protéasome. Donc si la toxine, elle a fait tout ce trajet pour finalement se retrouver dans le cytoplasme, se faire polyubiquitiner, se faire dégrader, elle n'a pas vraiment réussi encore. Et donc, pour remédier à ce problème, donc la polyubiquitination se fait sur des lysines. Et donc, cette molécule a un nombre anormalement bas de lysine, et donc elle échappe à la polyubiquitination et à la dégradation. Donc j'espère qu'avec ces deux exemples, j'ai pu vous illustrer que les bactéries savent très bien comment fonctionnent nos cellules, bien mieux que les biologistes cellulaires. Et donc elles ont trouvé exactement des chemins qui profitent, auxquels elles sont adaptées et qui les mènent jusqu'à leur cible. Et je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers à vos questions.